Bonjour, je souhaiterais réagir le plus brièvement possible à une vidéo publiée par Philippe Vernois, un des cofondateurs de l'organisme de formation Synapse, et qui a lancé, pas plus tard qu'hier, nous étions le 27 octobre, un premier live d'une nouvelle série de Synapse, l'organisme de formation qu'il co-dirige. Voilà, et il en avait déjà fait dans le passé. Donc là, il initie une nouvelle série de vidéos. J'ai toujours apprécié ces vidéos, elles sont très informatives et son organisme, Synapse, est spécialisé dans les formations en hypnose, en PNL, en thérapie brève, en approche systémique et encore d'autres disciplines que son organisme promeut. Voilà. Donc, encore une fois, j'apprécie Philippe. Donc, la courte critique que je vais faire est positive. Premièrement, Philippe aborde la question des jeunes face aux usages du numérique, hein, des outils digitaux, y compris donc les téléphones mobiles dont il est régulièrement fait état, à savoir que les jeunes seraient constamment dessus et sacrifieraient certains moments familiaux ou conviviaux voilà, pour le plus grand profit de ces outils-là. Oui, c'est un constat qu'en tant que parent, on peut tous faire. Moi, j'ai une fille de 15 ans, un fils de 12 ans. Et l'usage des outils numériques, téléphone, tablette, PC, hein, pour le gaming. Mon fils est un adepte du jeu en ligne, hein, le gaming. Bon, ça peut parfois générer quelques tensions familiales. Bon, que j'essaie de gérer comme je peux. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'interdiction n'est pas forcément la meilleure des solutions. Voilà. Et je peux alors rejoindre Philippe Vernois dès qu'il annonce que notre rôle, lui, il parle du rôle des thérapeutes, et moi je suis aujourd'hui formateur hein, de la formation professionnelle. Hein, je veux dire que je le suis encore parce que ce n'est pas nouveau, c'est mon activité depuis bien des années, de quelques décennies même. Euh, et de ce point de vue-là, je serais donc plus porté à éduquer, à accompagner plutôt qu'à interdire, à mettre des injonctions très rigides sur Yaka, Faucon. Évidemment, j'ai pu essayer de voir ce que ça donnait. Non, mais ça marche pas. En fait, ça marche pas. Plus je mets de restrictions et moins j'obtiens l'adhésion des enfants. Alors, je peux être plus dur, hein, je peux mettre des sanctions, je peux menacer, punir. Bon, ça marche pas. Puis c'est pas ma vision. J'ai pas du tout envie d'entrer dans une telle démarche. Ça me rebute moi-même. Non, ce n'est pas ce que je souhaite pour mes enfants. Donc, accompagnons ça là-dessus. Je rejoins totalement Philippe. Je vais juste faire une petite remarque sur cette manière d'approcher les choses par Philippe Bernois. Je m'explique. Il parle des jeunes. Ben, oui, sans doute, on peut y mettre les jeunes. J'ai envie de dire que d'un point de vue sociologique, il y a sans doute des études hein, intéressantes, d'ailleurs, documentées et validées, hein, de recherche universitaire, par exemple, dans ce domaine-là. Tant mieux. Mais là où je suis moins d'accord, c'est le côté clivage jeune-senior, hein, jeune-vieux. C'est moche, mais c'est souvent ramené à ça. Et chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Moi, je participe à la formation professionnelle de jeunes, moyenne d'âge 21 ans, dans l'acquisition, le développement de compétences de niveau licence dans le domaine du développement commercial. Et je les accompagne plus particulièrement sur la réalisation d'un projet autour de démarches innovantes pour le développement commercial. Et j'en ai quelques-uns, ah, ça c'est du vécu. Il y en a un en particulier qui m'a dit un jour, eh ben, moi, mon idée, elle est simple, hein. On prend les réseaux sociaux, on met de l'intelligence artificielle, et ben ça marche, ça le fait. Ça le fait quoi? Qu'est-ce qui marche? Bah, le développement commercial, c'est comme ça qu'on va faire de la prospection et qu'on va largement développer nos ventes. D'accord. Donc, l'effet il a fallu que je creuse avec lui, j'ai passé beaucoup de temps et à plusieurs reprises avec lui pour amener une démarche un peu plus construite, argumentée, sourcée. Euh, Vous imaginez le truc, prenez un réseau social, n'importe lequel, il ne précise pas,
Vous mettez de l'intelligence artificielle, alors on ne sait pas trop ce que c'est, hein, à ce stade-là, c'est pas défini. Vous mélangez le tout, vous secouez bien évidemment, comme ça met une dynamique et il en ressort un développement des ventes. Ça s'appelle de la pensée magique, hein, tout simplement. Et on pourrait retomber sur certains principes, certains fondements de la PNL, hein, on est sur de la généralisation. Les omissions, elles sont bien présentes, on peut le concevoir, ainsi que la distorsion. C'est-à-dire qu'on a les trois réunis, et là, ça nous fait une soupe, euh, une soupe stratégique un peu particulière. Bon, on a réussi à travailler ensemble, lui et moi, sur ce développement-là, ce qui a permis à son équipe aussi d'avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant, plus éclairé. Ils ont appris des choses par eux-mêmes, ils ont été conduits à chercher de l'information, à la vérifier. On a pu en discuter encore une fois ensemble, c'était important. Donc c'est le côté un peu évangélisation, alors au sens non religieux des choses, hein. Je n'ai pas cette démarche religieuse-là, en tout cas pas avec eux, c'est clair. J'ai mes croyances, chacun a ses croyances, on se respecte, mais on n'en parle pas dans le cadre de la formation. C'est pas l'objet, c'est pas le lieu. C'est de l'évangélisation, c'est-à-dire apporter une parole claire et éclairante, une parole vraie, authentique, hein, sur la réalité des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Voilà. Autre sujet, c'est les réseaux sociaux. J'ai une anecdote à ce sujet. J'avais une amie il y a pas loin de 18 ans de ça, qui me dit: «Ah bah, je suis sur tel réseau social», un réseau social très connu. «Tu me trouveras facilement, avec mon prénom et mon nom, tout simplement». Heu, je vais sur ce réseau social, je fais comme elle a dit et je vois plein de profils s'afficher et incapable de retrouver le sien. Bon, j'ai essayé 2, 3 fois en regardant bien minutieusement, je la vois pas. Je On se revoit, je lui dis: «Bah, écoute, j'ai fait cette recherche, je t'ai pas trouvé». Elle me dit: «Pourtant, j'y suis». Elle me montre. Oui, effectivement, elle y était. Et alors, plus surprenant, ce profil-là, je l'avais vu, mais pour moi, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas elle. Ce ce n'était pas le reflet de la personne qu'elle est véritablement. Pourtant, elle n'avait pas trafiqué ni son nom, ni son prénom, ni son état civil, rien, rien de mensonger, que des choses, qui la représentent parfaitement. Le portrait, je trouvais, é était peut-être pas le plus ressemblant, mais elle ne l'avait pas retouché. C'est-à-dire, elle s'était pas mise en valeur particulièrement, comme ça peut se faire plus régulièrement depuis bien des années maintenant, hein, sur différents réseaux sociaux. Non, 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 c'était une authentique photomaton, hein, ça, il y avait aucun doute. Bon, très bien, donc c'était de l'authentique et pourtant je ne la reconnaissais pas. Ça me montrait quelqu'un qui, selon moi et ma perception, d'alors, n'était pas elle. Et je me suis dit: «En fait, inconsciemment, heu, elle montre un autre visage dans tous les sens du terme, un autre visage d'elle-même, une autre apparence, une autre personne» et elle n'a pas cherché à trafiquer, hem, c'est surprenant. La connaissant mieux au fil du temps, j'ai pu alors observer que l'impression que j'ai eue en voyant son profil, sur ce réseau social et une meilleure connaissance d'elle, je me suis dit: «Finalement, ça les 2 visions se rapprochent». Ah, c'était un peu plus surprenant et j'en suis venu à me demander si finalement, les profils que l'on crée sur les réseaux sociaux, les avatars, ne seraient pas peut-être, une autre représentation, mais tout aussi fidèle de nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas eu d'intention, manipulatoire de sa part, à ce moment-là. Voilà la question que je me pose. Donc l'usage, d'avatars, que ce soit en formation, que ce soit peut-être dans le domaine thérapeutique. Moi, j'ai aussi une amie psychothérapeute qui fait des visios pour accompagner, ses clients et elle me dit que ça marche très bien et elle n'y voit aucun inconvénient, c'est très clair, hein, voilà, elle ne cherche pas à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, au contraire, c'est juste un média, c'est un moyen de raccourcir les distances, et de rapprocher son action, de ses clients. Donc moi, pour ma part, j'y vois aucun inconvénient. Voilà, c'est quelque chose j'ai moi-même pu faire appel dans différents domaines à des professionnels en utilisant la visio et ça a très bien marché et
ça m'a donné une totale satisfaction, que ce soit en formation ou même parfois dans d'autres types d'accompagnement. Donc, moi perso, je suis pour. Voilà. Oui, on peut apprécier le face-à-face hein, présentiel quand on peut, mais quand on peut pas, ça peut être un moyen quand même de réaliser cet accompagnement. Voilà. Euh, Quant à l'IA en tant que telle, je connais un peu quand même. Je ne vais pas dire que je connais très bien. C'est un sujet, un, qui m'intéresse. Deux, j'ai une formation universitaire de base qui est orientée statistique et informatique et qui permettent d'acquérir des compétences sur l'usage de la donnée pour essayer de modéliser, de se représenter des phénomènes réels, que ce soit marketing, économie, gestion, un peu de sociologie et encore. Euh, mais ce sont des outils qui étaient à l'époque, hein, on était dans les années 90, qui répondaient à ma motivation et qui donnaient grande satisfaction en entreprise. L'intelligence artificielle va un peu plus loin, mais il reste bon, je crois, quand on utilise ces outils-là, d'avoir quand même en tête les fondements mathématiques, statistiques et informatiques qui étaient ceux voilà, qu'on développait à l'époque et qui restent valides, encore une fois, aujourd'hui. Voilà. L'IA est un outil, c'est comme ça que je le vois. Et ça me rappelle une anecdote, c'est une métaphore qui était très en vigueur dans le milieu des arts martiaux à une époque un peu reculée là encore. C'était le mythe du singe et du couteau, hein. C'est l'histoire d'un singe qui déambulait, là, il était pas attaché ni rien, et un jour il voit un couteau au sol. Bon, c'est un singe, il voit ça, il l'attrape. Voilà, il se saisit du couteau. Et là, la population aux alentours s'alarme, pousse des grands cris, crie au secours, il fallait s'éloigner en courant, il fallait aller le plus loin possible parce que le singe avait le couteau. Et jusqu'à ce c'est le mythe hein, qui veut ça, un sage rit un peu de ça et il dit, bah, c'est un couteau. Et le singe, quelle est son intention finalement? Le singe, il a pris le couteau comme il aurait pris autre chose, un morceau de bois. Le singe ne sait pas que c'est un couteau, ne sait pas quels usages on peut faire du couteau. Ah, il peut se blesser, ça c'est vrai. Malencontreusement, il pourrait se blesser. Hein, en déambulant, s'il se met à monter dans un arbre ou à courir, il risquerait peut-être une chute, une manœuvre malencontreuse et se blesser. Ben pour les humains, c'est pareil, évidemment. Et c'est très d'actualité comme sujet, hein, une actualité dramatique. Un couteau en tant que tel n'est absolument pas dangereux, un couteau ne fait rien. Il y a un potentiel, évidemment, un potentiel d'utilisation, d'usage de ce couteau. On peut en faire un ustensile de cuisine, on peut en faire une arme, on peut en faire un outil d'ailleurs, au sens bricolage du terme. Mais voilà, un couteau n'a pas d'intention, il n'est pas porteur d'intention. Donc, quelqu'un qui porte un couteau en soi n'est pas nécessairement dangereux. Il y a un potentiel d'usage, mais il n'est pas nécessairement dangereux. Donc, c'est l'intention du porteur, de l'utilisateur, qui fera toute la différence. Si c'est quelqu'un qui est décidé à menacer, agresser, blesser ou tuer, oui, évidemment, là les choses sont très très claires. Et le couteau devient alors, par destination, une arme. Bon. Si c'est pour couper de la viande après un barbecue, bah, l'intention est évidemment différente. Et on pourrait multiplier les exemples. Pour l'IA, je crois que c'est pareil. L'IA en tant que telle est inoffensive. C'est l'intention, c'est ce pourquoi elle est programmée qui fait problème. Mais elle ne s'auto-programme pas, en tout cas je n'ai pas connaissance de ça aujourd'hui de manière sérieuse. C'est beaucoup plus ceux qui programment, hein, qui définissent le paramétrage des algorithmes pour en faire un usage ou un autre. Soit c'est pour euh, transformer des données, les trafiquer, les manipuler, quelle qu'en soit l'intention. On en revient donc toujours à l'intention. Euh, et c'est ça qui compte. Et en soi, je ne trouve pas qu'il y ait de raison particulière d'avoir peur de l'IA. Et donc, on peut l'utiliser comme un outil dans le cadre de formation professionnelle, dans le cadre sans doute d'approche thérapeutique. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que aujourd'hui, je ne suis pas thérapeute. Un jour, peut-être, je me forme à cela. Mais
Ah, très honnêtement, aujourd'hui, voilà, par expérience, je ne peux pas me prononcer. Mais tant qu'on considère bien ça comme un outil qui doit servir donc des intentions, une intention thérapeutique, d'accompagnement, je ne vois pas où est le problème. Le seul peut-être problème, c'est, la réticence, des utilisateurs, qu'ils soient thérapeutes, formateurs et puis, ben, des destinataires, qu'ils soient apprenants ou qu'ils soient, patients ou clients. Voilà, je remercie encore, Fi de cette vidéo car elle m'a inspiré ces quelques réflexions qui pour certaines ne sont vraiment pas nouvelles, mais qui en tout cas, voilà, permettent de formaliser un peu ma pensée sur ce sujet-là. Merci encore. Au revoir.